Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour un peu faire un topo de ce qui s'est passé depuis la dernière année. Le bilan de la saison, mais le bilan des ventes, le bilan des exportations. Vous allez voir que c'est sûr que des ventes ont un peu moins grosses que l'année passée, mais il faut se rappeler que l'an passé, juste avant la récolte, avant la récolte, il y avait eu une vente de 8 millions de livres des inventaires. Ce 8 millions de livres-là, il était sur nos ventes l'année passée, mais il n'était sûrement pas transformé sur nos transformateurs. Mais quand on regarde les exportations, on voit les augmentations sont encore là cette année. Simon va vous faire le bilan de tout ça tantôt. L'autre dossier, Alain en a parlé un peu sur le paiement aux producteurs, mais rappelons-nous que l'an passé, la récolte, il y a des producteurs, il y en a que c'était pas jojo de la hauteur de la récolte qu'ils ont eue. Ce qui nous a amené à réfléchir à l'Assemblée annuelle et à dire, bien regarde, si on est capable, on va essayer de devancer les paiements. S'il y a des ventes qui se font des inventaires durant l'année, si on avait décidé d'avancer à 70 %, si on est capable de réavancer à 75 % au courant de l'année, on va faire des ajustements, ce qui nous a amené, puis Simon va l'expliquer, des paiements spéciaux qu'il y a eu durant toute l'année. Il y en a eu un au classement, après ça, on en a fait en septembre, on en a fait en décembre, on en a refait un dernièrement au mois de janvier. Des paiements qui auraient dû se faire au mois de mars, mais que, vu l'état de situation de la récolte pour des producteurs, c'est ce qui nous a amené à dire, bien, regarde, l'argent, on l'a, il est vendu, il y a souvent des transformateurs, il est à payer, fait qu'on a devancé ces paiements-là. Puis, l'autre dossier, bien, convention de mise en marché, la semaine passée, vendredi passé, on était devant Régie Marché agricole. Je vais vous dire, on était dans le renouvellement de la convention, mais je vous dirais, nous autres, à partir du mois de juin, on était prêts à commencer à la négocier, la convention, mais les transformateurs ne s'étaient pas entendus encore sur des informations qu'ils voulaient mettre à jour avant de commencer la négociation. Ce qui a fait que ça a retardé jusqu'à l'automne. Bien, à l'automne, ce qu'on nous a demandé, on aurait le statu quo sur le prix de la convention et toutes les modalités. Moi, je vous dirais, sur le statu quo, on était peut-être à l'aise d'aller au statu quo, mais il y avait des éléments qu'il fallait absolument clarifier avant la prochaine année. Puis, il y a 4 éléments qu'on a demandé. Je vous dirais, sur le haut BRICS, la pénalité était trop élevée. Sur le sirop industriel, vous vous rappelez, l'année passée, on a fait des spéciaux sur le sirop industriel qui est en inventaire. Là, pour l'année qui est en cours, on va l'expliquer, il y en a cette étape tantôt, fait que je ne m'attendrai pas là-dessus. On avait une nouvelle modalité à faire pour un peu que ça coûte moins cher, justement pour le conditionner, et que les producteurs soient payés dans l'année qui a été produite. Les autres choses qu'on n'a pas arrivé à s'entendre, c'était l'ouverture de l'inventaire à l'année. Il faut se rappeler qu'à partir du 31 mars, aller au 1er juillet, les inventaires ne sont pas disponibles à la Fédération parce que c'est dans notre convention, c'est fermé. Puis avec 98, tout près de 100 millions de livres, là, quand il y a quelqu'un qui appelle pour dire j'ai besoin d'une dizaine de barils ou j'ai besoin de 50 barils, on est obligé de lui dire non. Là. Malgré qu'il n'a pas tant que ça, là, parce qu'on est dans la production, mais ça fait rien. C'est comme gênant, c'est surtout gênant devant tout le monde qui nous suit, là, de dire ben, la réserve est fermée puis il y a 100 millions de livres. Là. Fait que ce qu'on a demandé, puis c'est ça qu'on est allé débattre la semaine passée devant Régie Marché agricole, c'est l'ouverture de la réserve à l'année. Puis l'autre point, bien, c'était sur la norme californienne. On a parlé un petit peu tantôt, là, la norme californienne de votre club. Bien, la norme californienne, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une déclaration commune de tous les producteurs. Parce que là, dans le champ, il y a 4-5 déclarations différentes qui passent. Puis nous autres, on a à faire la gestion des inventaires, on a à recevoir tout le sirop des producteurs ou tout le sirop des acheteurs qui n'ont pas besoin de le conditionner. Puis quand on a déposé 3 ou 4 modèles différents devant les Régie Marché agricole, un bon coup, ce sirop-là, il faut le revendre. Fait que ce qu'on a dit, ce serait bien mieux qu'on s'entende sur une déclaration commune qui est pareille pour tout le monde.
Puis cette déclaration-là fait foi quand on arrive pour revendre les barils, puis que les producteurs ils ont signé la déclaration, bien, au moins, on part tous sur la même base. Et en même temps, ben, on avait fait le calcul que de se mettre aux normes californiennes, ce que ça coûtait, c'est 75 millions pour tous les producteurs au Québec. Fait que ce qu'on a demandé, ceux qui assignent, puis c'était un incitatif justement pour que ça soit signé, ben, qu'il y ait un incitatif de 300 la livre pour ceux qui vont signer. Ce qui n'a pas été accepté des transformateurs. Fait qu'on a eu à faire ce débat-là la semaine passée, puis devant les juges à l'école, puis on attend la décision sur les 4 points, mais en réalité, je dis 4 points, mais il y en a 2 qu'on s'est déjà entendus. Les 2 premiers points, les transformateurs étaient à l'aise avec ça. Ça fait que je vous dirais, c'est à venir, puis on espère que ça va arriver avant qu'elle ait commencé la saison. L'autre dossier, vite, là, c'est l'assurance récolte. Tantôt, Alain disait, on a jusqu'au 22, il ne reste pas grand temps. Moi, je vais vous dire, même s'il ne reste pas grand temps, ceux qui y pensent, ou qui regardent le dossier, puis des fois, votre dossier n'est peut-être pas, moi, je vous dirais, il y en a plusieurs l'année passée qui ont eu le réflexe de dire, bien, regarde ce qui m'offre ce passé, ça n'a pas de bon sens. J'ai changé mes pompes, j'ai changé ma tubulure, puis le rendement pour lequel ils veulent m'assurer, c'est pas quelque chose qui a du bon sens. Là. Bon, regardez, ils vous assurent selon votre historique. Là. Mais si le producteur a changé des équipements puis qui est plus puis qui est capable de le prouver par les rendements qu'il y a eu dans les dernières années, là, puis j'en suis un. Là. Regardez, moi, j'ai appelé chez nous avec la financière, puis je disais, ben, il me semble que je devrais être assuré un peu mieux que ça, là, puis je suis capable de faire la démonstration qu'on a changé nos pompes à vacuum, on a changé des tubulures, ils sont en train de regarder mon dossier. Là. Fait que moi, je vous inciterais à appeler à la financière, de vous informer. C'est sûr qu'il ne reste pas bien du temps, mais il s'agit que vous appeliez puis qu'ils regardent votre dossier. Moi, chez nous, en tout cas, ça n'a pas été long. Ils ont dit, OK, on regarde ça, puis on va te revenir. Et peut-être qu'il y a des ajustements qui peuvent se faire sur l'offre que vous avez reçue là, depuis 2 semaines. Ils l'ont envoyé parce qu'il y a eu un ajustement. Là. Moi, je vous dirais... La cotisation des assurances cette année, vu qu'il y a eu une grosse compensation sur les producteurs qui n'ont pas eu des gros rendements l'année passée, la compensation, c'était 17 millions. Là. Hein? 17 millions, puis en fin de compte, les calculs de départ, c'était supposé être 21 ou 22 millions. Puis la cotisation, c'était établie en conséquence des paiements qui avaient été faits. Fait que, il y a des producteurs cette année qui ont reçu des augmentations qui étaient énormes. En fin de compte, la financière a révisé. C'est ça, c'est de là qu'arrive la date du 22, parce qu'habituellement, c'est le 15 février. Fait que moi, je vous dirais, regardez, il y a des producteurs qu'on a rencontrés dans la tournée. Là. Il y en avait un producteur qui débutait, là, une nouvelle entreprise. Tout a de l'installation neuve, puis il a fait une livre.2. Moi, je vais vous dire, à une livre.2, si tu n'as pas d'assurance, en tout cas, tu as besoin d'avoir un bon banquier en arrière. Puis, regarde, on a des outils, on a même ces assurances-là, comme j'ai dit, si vous appelez des fois parce que vous pensez qu'elle n'est pas adéquate pour votre entreprise, bien, il y a peut-être des ajustements qui peuvent se faire. Fait que moi, je vous dirais, vous avez jusqu'à vendredi, mais ça vaut la peine de prendre le téléphone des fois pour le regarder. Moi, regardez, il y a des producteurs qui ont reçu jusqu'à 300 000 $ de compensation l'année passée. Là. Puis 300 000 $, c'est ça, puis des fois, l'entreprise est dans le rouge pour longtemps. Fait que c'est pour vous dire qu'on a des outils. C'est sûr, des fois, quand c'est le temps de payer après, on dit c'est cher, mais quand tu reçois le chèque, tu dis, ben, en fin de compte, c'est un bon investissement. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, merci de vous déplacer dans vos assemblées régionales pour avoir plus d'informations sur la sériculture. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Trépanier, directeur au PPAQ, producteur et producteur séricole du Québec. Donc, je vais être accompagné d'Hélène qui va m'aider à tourner les diapositives. En même temps, bien, bonjour à ceux qui nous regardent sur Facebook. On est ce soir à Deschambault, dans la région de Portneuf, dans la 15e des 16 soirées d'information qu'on organise depuis les derniers mois, donc au PPAQ. Donc, merci à vous d'être présents. Donc, en bout de ligne, la tournée des régions. Donc, on a plusieurs diapositives à vous présenter ce soir. On commence tout de suite avec le bilan de la soirée. En fait, on retourne sur la saison 2018. On parle du paiement 2019 puis qu'est-ce qui s'en vient pour les producteurs. La convention de mise à marché qui s'en vient également. Promotion, contingent. Et on termine la soirée avec des dossiers spécifiques comme l'assurance récolte et la livrée des forêts, là, qui est un insecte indigène du Québec.
Donc, au niveau de la production, 2018 a été, rappelez-vous, une année un peu particulière. Au total, avec 118 millions de livres produits au Québec, c'est quand même pas si pire comme production globale. Ça s'apparente aux productions de 2014 ou 2013 ou 2015. Mais par rapport aux deux productions records de 2016 et 2017, c'est sûr que c'est beaucoup moins. Et je dirais que ça a été pire dans les érablières froides et dans l'est de la province, où certains producteurs ont fait seulement 45-50 de leur contingent historique. Donc, c'est vraiment, ça a été difficile pour ces entreprises-là. Par contre, les érablières plus chaudes, ça a été vraiment des bons printemps, voire très bons. Donc, très, très, très variable d'un producteur à l'autre. Et c'est ça qui a créé beaucoup de tensions. Dans certaines entreprises, forcément, il y avait des manques à gagner importants cette année. Même certains n'ont même pas été capables de rembourser l'avance à l'entaille. C'est pour vous dire à quel point ça n'a pas bien été chez eux. Donc, aux États-Unis, par ailleurs, et dans les autres provinces canadiennes, ça a été moins que les 2 dernières années aussi, pour les mêmes raisons de climat moyen. Par contre, pas aussi négatif. États-Unis, 46 millions, le reste des provinces, à peu près pas loin de 12 millions, mais en moindre production. Total, 175 millions de livres, 176 partout dans le monde. Donc, et on sait que la demande est de l'ordre de plus 180-185 millions de livres. Donc, la conclusion de ça, c'est que c'était sûr que dès le départ, la réserve était pour baisser un peu, ce qui est le cas. La réserve a baissé un peu cette année. Donc ça, c'est le portrait global. Maintenant, en ce qui a trait justement à cette réserve, vous avez ici un tableau qui résume le classement, les ventes et les niveaux de réserve année par année. La dernière colonne, forcément, elle n'est pas complète parce qu'on n'a pas fini l'année de commercialisation. L'année se termine en fait le 28 février, donc d'ici 2-3 semaines. Mais déjà là, on est parti l'année passée avec un 96,8 millions de livres à la fin de l'année de commercialisation. Là, vous en avez classé en fait en vrac 105,7. Moins les ventes de cette année qui, à date, s'élèvent à pas loin de 111 millions de livres, ce qui fait que 96 plus 105 moins 111, on arrive en fin d'année avec 91,6 millions de livres. D'où, donc, quand je vous expliquais la baisse de à peu près 5 millions de livres, on la voit ici. Donc, et c'est normal, une plus petite production, les besoins du marché qui augmentent. Donc, en conclusion, bien, il y avait un peu moins de sirop dans la réserve, ce qui est bien. La réserve monte, la réserve baisse. Elle va fluctuer en fonction de la nature. En même temps, on vous mentionne, en termes d'industriel, 19,7, ça aussi, en proportion, ça a baissé. Parce que l'année passée, en sirop industriel, on avait dépassé le cap du 21 millions de livres, mais on a baissé ça à 19,7. J'y reviens tantôt. Bon goût, c'est la balance, forcément 72 millions de livres. Et intra et hors contingent, on est à peu près à un tiers hors contingent, 2 tiers intra-contingent. Alors qu'à l'année passée, on était plus à 50-50. Mais vous savez, cette année, je l'explique un peu plus tard, il y a eu beaucoup de transferts hors contingent qui a forcément fait en sorte que du sirop hors contingent s'est retrouvé intra-contingent dans cette mécanique-là. Mais ça, on y revient tantôt en détail, tout simplement. Donc, on poursuit avec les ventes. Justement, les ventes, chaque année correspond à un diagramme, un histogramme, en fait, au niveau des ventes. Évidemment, on a une belle progression entre 2010 et 2018 des ventes de votre agence. Donc, cette année, on était rendu à 111 millions, un peu moins que l'année passée, qu'on était à 118. Donc, deux raisons qui expliquent ça. D'une part, dans le fond, Serge l'a mentionné au départ, les acheteurs ont beaucoup acheté de sirop en début d'année parce que la récolte a été tardive. Donc, il y a beaucoup de sirop qui est sorti, mais ça rentrait dans l'année de commercialisation de l'année passée, puisque c'était en février que ça a été acheté. D'autre part, les acheteurs avaient en début d'année des gros inventaires, donc des inventaires assez élevés. Et forcément, puis ça, c'est dû au fait qu'on a eu 2 bons printemps avec des bonnes récoltes dans le passé, avec du sirop de qualité. Les acheteurs en ont gardé beaucoup. Et là, cette année, les acheteurs ont comme baissé leur propre récolte, leur propre inventaire interne. Du moins, c'est ce que nos indicateurs nous disent. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas encore atteint le niveau de l'année passée, mais quand même, à 111 millions de livres, c'est notre deuxième année record en termes de vente par rapport à celle de l'année passée. Ça, c'est les ventes globales de tous les sirops confondus. Par contre, je tiens à apporter une attention particulière au niveau de la prochaine diapositive, où est-ce qu'on regarde justement les ventes de sirops de catégorie de transformation. Et ça, c'est tout ce qui s'appelle sirop de bourgeon, les sirops CT, catégorie de transformation, les CT1, CT2, CT4, CT5. Donc, c'est les sirops les moins bons, mais en gros, les ventes ont vraiment explosé depuis 2 ans. Hein, on était de l'ordre de entre 300 à 700 000 livres, grosso modo, depuis 2009. Ça stagnait pas mal, il n'y avait pas beaucoup d'achats. Mais 2017-2018, 1,4 million, plus on est rendu à 3,4, même 3,5 millions de livres. Ça s'explique pourquoi. Essentiellement, les acheteurs ont beaucoup travaillé à développer ce créneau-là. Parce qu'on le sait, le sirop en bouteille, c'est bien,
Mais plus ça va, plus les gens cherchent à remplacer le sucre blanc par d'autres agents sucrants. Donc, le sirop d'érable s'inscrit très, très bien dans cette tendance-là. Sirop d'érable ou sucre ou flocon, hein, d'autres dérivés, mais ça vient du même produit. Et en même temps, vous avez consenti à un rabais aussi. L'année passée, rappelez-vous, pour fermer les plus vieilles années, le sirop industriel, bien qui était à 1,80 dans la convention, vous avez dit peut-être qu'on pourrait vendre une partie de cet inventaire-là à 1,25 pour voir si ça ne va pas faire décoller les ventes. Alors, bien, visiblement, ça semble porter ses fruits. Puis à 1,25, bien, c'est sûr que ce n'est pas aussi intéressant qu'à 1,80, mais il vaut mieux avoir 1,25 vendu que 1,80 dans le stock. Donc, qui ne se vend pas. Alors, je pense qu'il y a comme un jeu un équilibre qui semble s'atteindre là-dedans. Puis les lumières semblent assez vertes là, pour l'année 2019 et plus. Donc, restez à l'écoute là-dessus. On va voir si les ventes continuent d'augmenter pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est le niveau des ventes. Maintenant, si vous faites du sirop, si votre agence vend ce sirop-là, c'est parce que forcément, les acheteurs les vendent sur les marchés. Quand on parle d'acheteurs, bien, beaucoup de sirop est exporté du Québec, du Canada. Donc, vous avez ici les chiffres d'exportation. Donc, on n'a pas encore les données finales pour 2018 parce qu'il reste encore un mois à recevoir de Statistique Canada. Donc, mais quand même, quand on compare 2018 par rapport à 2017, les 11 premiers mois de l'année, on voit qu'on est en augmentation de 11 %. Donc, on est de 86, on passe à 92 millions de livres exportés, ce qui est excellent. Alors que, et là, si on ajoute un mois de décembre normal, là, on risque de dépasser le 95 millions de livres qui était le record de 2017. Donc, les ventes augmentent, les exportations augmentent. Donc, en fait, non, les ventes ont légèrement régressé, mais les exportations continuent d'augmenter de 11 %. Donc, ça veut dire quoi? Ça corrobore encore une fois l'hypothèse que les acheteurs ont baissé leur inventaire et le sirop est sorti du pays, à tout le moins. Et rappelez-vous que le Canada a signé un accord de libre-échange avec l'Europe, un accord de libre-échange avec une vingtaine de pays Asie-Pacifique, dont, entre autres, à ma connaissance, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, ça permet de baisser, d'éliminer les tarifs douaniers, ce que forcément nos amis les Américains ne peuvent pas avoir accès. Quand un sirop des États-Unis rentre en Europe, bien, il est frappé d'une taxe qu'il n'y a pas quand ce sirop-là part du Canada. Donc, les États-Unis se concentrent sur leur marché intérieur, mais le reste des pays appartient finalement aux transformateurs et aux exportateurs d'ici. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles en termes d'exportation, même s'il y a d'autres productions agricoles qui souffrent de ces ententes hors taxes. Bien, dans le sirop d'érable, ça nous aide parce que le produit sort du pays. Alors, on a hâte de voir le chiffre de décembre pour voir comment on va avoir dépassé le record de 2017. Donc, l'érable, c'est un produit que votre agence de vente met en marché depuis 2013. Donc, vous avez ici un constat de tous les volumes. Ici, ce n'est pas en livres, mais en litres, puisque le lot d'érable est vendu justement au volume et non au poids. Donc, et vous voyez un peu les volumes. Ça a varié de 375, 215 jusqu'à 2,6 millions. Donc, l'année passée, vraiment une grosse augmentation. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là? À 2,6, c'est essentiellement beaucoup de volumes ont été vendus plutôt en concentré d'eau d'érable. Donc, au lieu de le vendre à 2-3 brix, l'eau d'érable a été concentrée à la cabane chez les producteurs et vendue à 20 brix à des transformateurs agroalimentaires qui l'ont souvent incorporé dans des jus. Donc, des jus, exemple, au lieu d'avoir du concentré de jus dilué avec de l'eau ordinaire, bien, ils le diluaient avec de l'eau d'érable concentrée. Donc, ça donnait un jus avec un meilleur goût, avec un ajout d'un sucre naturel. Donc, ça a été assez positif pour cette compagnie-là, du moins à tout le moins. Pour 2019, on s'enligne aussi avec une augmentation de ces ventes-là. Donc, les commandes ont été passées là, par les transformateurs et la production devrait suivre à la mi-mars, donc d'ici quelques semaines déjà. Mais quand même assez positif pour 2018 en termes de volume vendu à tout le monde. Maintenant, paiement aux producteurs. Rentrons dans les détails. On continue avec le paiement aux producteurs. Donc, rappelez-vous que vous avez deux façons d'être payé. Donc, la majorité des producteurs, en fait, de l'ordre de 4 400, vous choisissez le programme de paiement anticipé. C'est un programme fédération, PPAQ fédéral. Donc, et là-dessus, dans le fond, résumons les étapes. Vous avez l'avance à l'entaille qui peut être jusqu'à 2,35 l'entaille. Donc, ça, c'est optionnel. Les formulaires ont été envoyés aux producteurs depuis quelques semaines déjà. Les premiers versements devraient être dans la 3e ou 4e semaine de février, si tout va bien, comme l'année passée, comme les années passées. Mais ça s'enligne bien. Nouveauté cette année, les producteurs qui ont en haut de 42 000 entailles, souvent, l'avance à l'entaille est limitée à 100 000 $. Ça, c'est les normes du fédéral par rapport à ça.
Donc, par ailleurs, il y a des producteurs qui ont dit ben, moi, j'ai plus que 42 000 en taille, j'aimerais avoir plus d'avance à l'entaille. Donc, cette année, on regarde la possibilité de l'offrir. Par ailleurs, tout ce qui se dépasserait 100 000, il y aurait un taux d'intérêt qui serait facturé. Parce que dans le fond, nous, on n'a pas de rabais d'intérêt par rapport au fédéral, donc au programme du fédéral. Donc, essentiellement, l'intérêt qui serait chargé serait automatiquement chargé aux producteurs. On parle d'un taux d'intérêt de 2 à 3 grosso modo. Et ce n'est pas sur une longue période parce que dès que vous commencez à classer votre sirop, l'avance à l'entaille est remboursée. Et qu'on parle de 1, 2, 3 mois peut-être. Mais quelqu'un qui voudrait recevoir plus que 100 000 ça pourrait être disponible cette année. Donc, ceux qui sont en haut de 42 000 en taille devraient recevoir un avis soit courriel ou soit courrier pour savoir si vous voulez aller plus que 100 000. Il y aura un versement qui pourrait se faire par la suite. Par ailleurs, au-delà de l'avance à l'entaille, vous avez l'avance au classement. Quelques jours après le classement de votre sirop, vous recevez 70 de sa valeur intra-contingent, sauf les sirops industriels et catégories de transformation. Donc, début décembre, une avance complémentaire jusqu'à 90 de la valeur intra-contingent. Et au 15 mars, la valeur réellement encaissée vous est transférée, comme à chaque année. Si on n'a pas tout vendu le sirop de l'année au 15 mars, bien, à tous les 15 mars suivants, on fait des compléments de prix en fonction des ventes qu'on a encaissées au cours de l'année précédente. Donc, ça, c'est paiement anticipé. Ça ne vous coûte rien, vous payez des taxes, des impôts fédéraux, c'est le fun, ça vous revient en programme d'aide pour vous avancer de l'argent plus vite. Il y a quand même 2200 producteurs qui ne participent pas à ce programme-là, donc ils reçoivent l'argent en fonction des ventes réellement encaissées, selon une modalité simple, donc 15 juillet, 15 novembre, 15 mars, donc en fonction vraiment de l'argent qui est rentré le 30 du mois précédent, tout simplement. Donc, et au 15 mars, les deux paiements viennent s'équivaloir, tout simplement. Donc, maintenant, concrètement, ce que ça a donné, quand on regarde à la prochaine diapositive, on voit tout de suite que vous avez un résumé de tous les paiements intra-contingents depuis 2010. Pourquoi 2010? Parce que c'est les sirops les plus vieux qu'on a en stock. Il nous reste un petit peu de 2010, pas beaucoup, mais il en reste un peu. On voit qu'on a payé le sirop à 99,78 à date. Donc ça, c'est tout l'intra-contingent. En moyenne, l'intra-contingent a été payé à 94,5 Donc, il y en a qui disent « Ah, je ne suis pas payé pour mon sirop, je ne suis pas payé. » C'est sûr que si vous faites beaucoup d'heures contingent, c'est évident que ce pourcentage-là n'est pas payé à court terme. Par contre, ceux qui s'en tiennent à leur contingent, grosso modo, il est payé à 94,5 Puis c'est un peu l'objectif. Hein? Si le PPAQ émet du contingent, c'est parce qu'on a bon espoir de vendre à court terme à peu près 100 de ce contingent émis-là. C'est ça le principe. Le contingent, c'est une façon de vous dire, bien, voici ce que le marché est prêt à prendre. Puis nous, dans le fond, bien, on vous divise, le Québec est comme divisé en parts de production, puis chacun d'entre vous est comme responsable de remplir une partie de la demande mondiale que le Québec représente. Donc, 94 remarquez que les 2 dernières années, on a des pourcentages qui sont moindres par rapport à la moyenne. On a 89 en 2017, puis 2018, on s'enligne vers 77 à 80 Mais gardez votre question parce qu'on y revient tantôt sur le pourquoi on a vraiment des pourcentages légèrement plus bas, mais quand même, les autres années, on n'est pas loin du 100 en moyenne. Donc, ça, c'était donc pour le pourcentage de paiement pour les sirops d'ordre bon goût, du moins jusqu'en 2013. À partir de 2014, rappelez-vous, les sirops de catégorie de transformation, les VR5, sont poolés à part. Donc, vous êtes payé en fonction du pourcentage de vente réelle de ces sirops-là. Et on n'est pas du tout dans l'ordre du 95 mais on parle de 18,5 Et même cette année, 2018, on parle de 8,26 Donc, très peu de pourcentage de paiement à l'heure actuelle. Là, vous allez me dire, bien, Simon, ça n'a pas de sens. Tantôt, tu m'as dit que les ventes d'industriels avaient explosé cette année avec un 3,5, 3,6 millions de livres. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ventes, mais ce n'est pas dans ces années-là. En fait, on est allé, rappelez-vous, chercher des sirops industriels 2010, 2011, 2012, et c'est ça qu'on a vendu à 1,25. Donc, ce n'est pas venu affecter les pourcentages de paiement de ces années-là. C'est plutôt venu affecter les 2010, 2011, 2012. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas affecté le sirop de l'année. Par contre, cette année, tantôt, je vais y revenir quand je vais vous parler de la convention de mise en marché 2019, parce qu'on veut essayer de vendre du sirop de l'année, justement, industriel aux transformateurs qui en veulent. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'un acheteur qui veut du sirop industriel, il prend dans la réserve, c'est du sirop pasteurisé à 1,25. Le sirop de l'année qu'il a reçu d'un producteur qui est dans son usine, bien, il est à 1,80. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous renvoie le sirop à 1,80, puis il achète le sirop à 1,25 du passé qui est dans un baril neuf, qui a été pasteurisé. Donc, il y a eu un coût d'à peu près 25 cents de la livre à mettre dans ce baril-là. Fait que, il y a un bout, on essaie de voir comment on pourrait faire pour stimuler les ventes de sirop de l'année au lieu de le pasteuriser puis de le mettre dans un baril qui génère des frais que tout le monde ne veut pas assumer nécessairement. Alors, de toute façon, j'y reviens tantôt par rapport à
la nouvelle convention. Maintenant, le pourcentage de l'année, pourquoi on était à 77 %, c'est important de le comprendre. Donc, concrètement, vous avez ici un tableau qui détermine un peu comment on a calculé le pourcentage de paiement de l'année. C'est assez facile à comprendre quand on s'y intéresse en détail. D'abord, le sirop classé intra-contingent. Rappelez-vous que le sirop classé cette année, c'est 105,9 millions de livres. Mais si on enlève le hors contingent, on tombe à peu près à 100 millions. En fait, 99,7 pour être plus précis. Donc ça, c'est le sirop intra-contingent de l'année qui a été classé inspecté. Maintenant, les ventes de sirop de l'année ont été très bonnes, relativement bonnes. On a vendu 93 % du sirop de l'année. On a vendu précisément 92,7 %. Pourquoi on n'a pas vendu 100 % du sirop de l'année? On n'a pas fait une grosse récolte quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a des sirops qui ont été produits et que les acheteurs n'ont pas pris. Comme exemple, certains VR5, il y a eu certains VR1, VR4. Des sirops très foncés aussi. Des fois, les acheteurs sont moins en demande pour ça. Alors, il y a 7 % du sirop de l'année qui est resté tel quel en stock pour les années futures, pour les besoins futurs. Par ailleurs, sur cette récolte classée intra-contingent, c'est pas 92,7 par rapport à 99 qui donne 93 % de paiement. Ce qu'il faut réaliser cette année, c'est comme beaucoup de producteurs n'ont pas fait leur contingent, il y a une mécanique qui existe que vous pouvez prendre du sirop hors contingent d'une année passée, que vous avez mis en stock. Puis là, cette année, vous dites, bien, moi, j'ai juste fait, mettons, 70 % de mon contingent. Donc, le producteur peut prendre une vieille année, du hors contingent, puis il vient le changer d'année, faire comme si c'était du sirop qu'il a fait dans son année récolte. Donc, c'est comme si on effaçait virtuellement le fait qu'il avait été produit, mettons, en 2015 ou en 2014, ce sirop-là. On fait juste le changer virtuellement d'année, essentiellement. Donc, et cette année, en fait, il y a tellement de producteurs qui n'ont pas fait leur contingent que le transfert est très gros. On parle d'un transfert hors contingent qui totalise pas loin de 15 millions de livres, 14,8 pour être plus précis. Alors qu'une année normale de production, on parle d'un transfert de 1, 2, 3 millions. Pas 15. 1, 2, 3 puis 15, c'est complètement différent. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la récolte intra-contingent de l'année 99,7, mais cette récolte-là, elle a été comme boostée par le transfert hors contingent. Donc, c'est comme si on n'avait pas fait 99, on a fait 99 plus 14, ce qui nous donne un 114,5 millions de livres de production. Mais c'est sûr que le sirop qui a été transféré, il n'est pas vendu encore, il est juste transféré virtuellement. Donc, on a boosté la récolte de l'année, ce qui fait que si vous prenez 92 millions de livres et vous le divisez par 114, bien, on n'est plus à 93 % de pourcentage de paiement, mais on est plutôt à 80 %. Donc, c'est là qu'on voit que le transfert hors contingent très grand de cette année a fait reculer le paiement de l'année de 13 %. C'est la différence entre 93 et 80 %. Donc, c'est sûr que c'est impactant, surtout pour les entreprises en démarrage cette année. Je pense que ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui ont démarré, qui n'ont pas fait un petit printemps, puis là, en plus, ils n'ont pas fait 2,5 livres, mettons, qui était le contingent de démarrage. En plus, ils s'enlignent pour être payés à 80 % de moins de 2,5 livres à l'entête. Donc, c'est quand même impactant pour ces entreprises-là en démarrage. Mais ça, c'est le propre du mécanique de mise en marché. Chacun des producteurs, en fait, a fait reculer un peu son paiement pour redistribuer cette somme-là d'argent qu'on a reçu des acheteurs vers les entreprises qui ont le plus souffert cette année de la petite récolte. Alors, ça n'a peut-être pas arrivé chez vous cette année, mais peut-être dans une année future, ça pourrait arriver. Mais d'un côté aussi, c'est une façon de se faire payer son hors contingent. On le ramène dans l'année en cours, donc on se fait payer plus vite que s'il était resté à l'année de production. Donc, c'est aussi une autre façon de faire. Serge l'a mentionné dans son introduction, année récolte bizarre, donc il y a eu des paiements particuliers cette année. Paiements particuliers parce qu'il y avait des entreprises qui avaient des problèmes sérieux de liquidité à la fin de l'année, après la production. Donc, à l'Assemblée générale annuelle, ça a été annoncé. Regarde, si on est capable d'étirer les affaires, on va le faire parce qu'il y a des entreprises qui étaient vraiment en problème. Donc, là, vous avez un résumé de ce qu'on a fait cette année pour devancer des paiements. Je ne vous dis pas qu'on le fera systématiquement toutes les années parce que au niveau administration, bien, ça a nécessité beaucoup plus de frais. Mais à tout le moins, je pense qu'il y avait un effort à faire, puis il a été fait cet effort-là. Donc, vous voyez ici, à partir de mars, il y a l'avance au niveau du programme de paiement anticipé qui est monté, donc qui était à 70 %. Ça a donné 183 millions de dollars qui étaient transférés aux 7000 producteurs du Québec. En fait, aux 4400 qui participent au PPA dans ce cas-ci. Au 15 juillet, il y a eu le paiement régulier. Il y a eu un paiement des récoltes antérieures. Donc, ça, habituellement, c'est au 15 de mars de l'année suivante qu'on le fait. Mais d'un côté, les acheteurs avaient pris le sirop, ils nous avaient déjà payé tout de suite.
Donc, on a dit, bien, pourquoi qu'on laisserait ça dans le compte, l'argent? On va le retourner tout de suite au producteur. Fait qu'au 15 juillet, il y a eu pour tout le monde qui avait des récoltes antérieures en stock un paiement complémentaire de 24 millions de dollars. Par la suite, 15 juillet, le paiement régulier pour ceux qui ne participent pas au PPA, 11 millions. Au 17 septembre, on s'est rendu compte qu'on avait assez de liquidités pour bonifier le PPA à 75 %. On était à 70, on a rajouté un 5 % pour le monter à 75. Un autre 15 millions qui est parti dans le champ là-dessus. Le 15 novembre, le paiement régulier de ceux qui sont pas au PPA, un 7 millions de complémentaires. Et le 17 décembre, on a fait deux choses. D'abord, de façon prématurée, en fait, au lieu d'attendre au 15 de mars, on l'a payé en décembre. Donc, il y a un 32 millions de dollars de transfert hors contingent. C'est le fameux, donc, 14 millions de livres,5 qui a été ramené en année en cours et a été payé à 77 % à ce moment-là. Donc, beaucoup d'entre vous avaient reçu un versement assez important juste avant Noël, tandis qu'habituellement, c'était au mois de mars que ce versement-là était fait. Et en même temps, on a monté l'avance PPA d'un 2 % de plus. On est passé de 75 à 77 % parce que c'était réellement les encaissements qu'on avait faits. Et le 21 janvier, donc il n'y a pas si longtemps, on a fait aussi un paiement complémentaire des années antérieures. Habituellement, on attendait toujours au 15 mars pour le faire, mais là, on l'avait l'argent, on l'a retourné, un 13 millions de nouveau. Donc, au total, 290 millions de dollars qui a été transféré au producteur. Et il y a un paiement au 15 mars qui s'en vient. Rappelez-vous, ce qui s'en vient au 15 mars, c'est les paiements des sirops industriels. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on parle de 8 % de vente à peu près. Mais en même temps, il y a un 3 % de complément de prix entre le 77 et 80 qui s'en vient, donc au cours des prochaines semaines. Ça, c'est applicable à votre production intra-contingent de l'année, plus au transfert hors contingent qui a été fait si c'est votre cas. Donc, il y a un 3 % qui va s'ajouter. Donc, on va dépasser probablement le 300 millions de revenus aux producteurs cette année. Donc, en fait, juste un petit résumé. Quand on parle de vente des années antérieures, vous avez ici le détail. On a vendu dans l'année en cours du 2010, du 2011. Puis vous avez les paiements en argent, qu'est-ce que ça représente comme millions de dollars. Du 2014-2015 qui est sorti. Donc, il y a 37 millions de dollars qui viennent des années antérieures, 221 millions de l'année en cours, et il y a 32 millions qui viennent des transferts contingents. Total, 2,90. C'est comme ça qu'on a décortiqué. Donc, forcément, si vous avez fait du sirop depuis 2016, à titre d'exemple, 2016-2017, vous n'aurez pas de paiement pour les ventes des années antérieures parce qu'on n'a pas vendu cette année de 2016 et de 2017 en stock. Dès qu'on a besoin, une commande de sirop bon goût, on recule toujours le sirop le plus vieux, c'est lui qui sort en premier. Puis dans le bon goût en stock, intra-contingent, le plus vieux, c'est du 2014. Maintenant, cette année, en fait, ça fait la deuxième année qu'on vit ça. On parle de frais de mise en marché. C'est quoi des frais de mise en marché? Essentiellement, les producteurs, vous avez consenti des rabais depuis 2 ans. Et ces rabais-là, qui doit les supporter? Bien, c'est un peu nous tous collectivement. Donc, d'où ça vient, ces rabais-là? Ça vient de 2 résolutions, une de 2015 puis une de 2016 aux assemblées générales annuelles. Donc, en gros, qu'est-ce qui est arrivé en 2015? Il y a eu une résolution qui disait, puis ça a été voté, la résolution disait, regardez, on voudrait continuer d'augmenter nos ventes, puis d'avoir des bonnes stratégies de prix. Puis, on sait que les ventes mondiales augmentent de 5 à 10 millions de livres par année, depuis plusieurs années. Donc, la résolution disait, bien, nous autres, là, si on veut au Québec être des leaders de la sériculture, bien, ces augmentations de ventes-là, ça devrait être nous autres qui effacent, que ce soit du sirop du Québec qui propulse vraiment la production d'ici. Donc, pourquoi qu'on ne mettrait pas en vente des sirops, puis le volume de sirop qu'on mettrait à rabais, ça serait un peu l'équivalent de la demande mondiale qui augmente, pour que ce soit nous autres là, qui augmentent nos ventes par rapport à cette demande mondiale-là. Donc, première résolution en 2015. Mais en 2016, une autre résolution qui n'avait pas vraiment rapport, mais qui a un lien, elle a dit, bien, je pense qu'il faudrait commencer à fermer des années de façon solide. C'est-à-dire que dès qu'un sirop a plus que 5 ans en stock, la Fédération devrait prendre des décisions pour dire on la ferme, on vend tout, puis on paye les producteurs finaux, merci, c'est parti. Donc, si on combine les deux, donc à la fois on veut des rabais sur le sirop, sur certains petits volumes, puis en même temps on cherche à fermer des années, bien, la logique voudrait qu'on fasse des rabais sur les plus vieux sirops pour les fermer. C'est un peu la conjonction des 2 résolutions ensemble. Et ces 2 choses-là ont mené à des communiqués de vente spéciaux. On en a fait un en 2017, on en a fait un en 2018, où on vendait vraiment une partie de sirop, pas beaucoup, mais une partie, à rabais. Puis on pense, puis il y a des acheteurs qui nous l'ont dit, ils disent, nous autres, on hésitait à en acheter du sirop au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, mais à cause vous avez offert un rabais sur un petit volume, bien, on l'a acheté chez vous, puis on n'est pas été voir personne ailleurs. Alors, c'est ça un peu à être en business, puis avoir des stratégies de vente. Regarde, c'est quoi le prix du sirop sur le marché?
on peut-tu, nous autres, être proactifs et dire, bien, moi, ce marché-là, c'est nous autres qui allons le prendre, qui allons le développer avec les acheteurs autorisés. Donc, ça a été un peu l'objectif. Maintenant, ces rabais-là ne sont pas, comme je vous dis, sont significatifs. Ils ont une valeur, mais comment on se répartit ça? Bien, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, les 2 prochaines diapositives vous montrent des exemples. Donc, d'une part, ça, c'est 2010. Puis là, j'annonce une bonne nouvelle. 2010, le 15 mars prochain, on le ferme. On ferme l'année. Merci, il n'y aura plus rien en 2010 en stock. L'année passée, c'était 2009 qu'on a fermé. Cette année, on est capable de fermer 2010. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on peut se donner. À chaque année, on pourrait essayer de fermer au moins une année. Comme ça, on pelte, on ferme en arrière puis on rouvre. Fait que je pense que tout le monde est assez à l'aise avec ce concept-là. Maintenant, les rabais, comment on se les divise? Bien, d'une part, vous avez un graphique ici qui illustre. D'abord, d'un côté, c'est en livres, de l'autre côté, c'est en dollars. Donc, comme on voit que le graphique est un peu identique. En gros, comment ça fonctionne? C'est ça, toute la tarte qu'il y a là, ça représente tout le sirop que les producteurs ont fait en 2010. On parle d'environ 71 plus 7, 77, 78 millions de livres ici dans toute la tarte. Et sur l'ensemble de ce volume-là, ce qui est en bleu, en fait en mauve bleu, c'est le sirop 2010 qui a été vendu au prix convention 2010. Donc, le producteur reçoit prix convention moins la contribution qui, à l'époque, était de 12 sous le livre. Donc, c'est un peu le principe. Par ailleurs, la partie en rouge, ici, la petite pointe, on parle de 3,7 du volume. C'est là-dessus qu'il y a eu un rabais, essentiellement. C'était les restants qu'on avait de 2010, les restants de tablettes qu'on dit. Bien, ce sirop-là a été vendu à rabais avec les 2 communiqués de vente qu'on a offerts. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire un rabais sur l'ensemble du volume, mais de faire un rabais sur une partie du volume pour fermer l'année. Et dans ce cas-ci, ça touchait 2,7 millions de livres. Il y a donc 3,7 de la production globale. Donc, un autre exemple, c'est l'année suivante. 2011. Donc là, vous avez un peu le même genre de graphique. La production 2011 vendue au prix 2011 aux acheteurs, c'est la partie en bleu foncé, en bleu ici mauve. Et la partie sur laquelle il y a eu des rabais, on parle de 3 millions de livres à rabais, 3,57 de la production de cette année-là à rabais. Et là, vous avez une troisième couleur qui est la partie en bleu pâle. C'est quoi? C'est les inventaires résiduels au 15 mars qui s'en vient. Donc, on n'a pas fermé l'année 2011 encore. Il nous reste un peu de stock. Il nous reste exactement 910 000 livres, donc un petit peu moins d'1 million de livres, donc en stock. Est-ce qu'il y aura des rabais l'année prochaine sur ce 900 000 livres-là? On ne le sait pas encore, on n'a pas rien annoncé. Mais à tout le moins, on voit que le rabais, encore une fois, n'est pas sur l'ensemble du sirop, mais bien sur une petite proportion de ce sirop-là, de façon générale. Bon, ça, c'est le concept général. Maintenant, vous voyez ici, à titre d'exemple, sur quel type de sirop les rabais ont été faits. Vous avez les sirops industriels, les sirops réguliers ou typiques, comme on peut dire. Voyez-vous qu'il y a eu des rabais sur du 2010, du 2011 et du 2014 et du 2015. Il n'y a pas eu de vente sur du 2012 ou 2013 dans ces communiqués de vente-là. Et là, vous avez les totaux en bas, cumulatifs, des rabais qui ont été octroyés cette année. Et vous avez ici les frais de mise en marché estimés correspondant à ces volumes-là. Donc, en titre d'exemple, en 2010, le rabais combiné totalise 6,2 sous la livre de rabais. Donc, le 2011, on parle de 12 sous la livre. Le 2014, 11 sous la livre également. Et le 2015, on parle de 17 sous la livre de rabais. Donc, en moyenne, on parle d'un rabais de 7,7 sous la livre pour les acheteurs autorisés. Rabais qui se répercute sur l'ensemble des producteurs qui ont fait du sirop durant ces années-là. Maintenant, qu'est-ce que ça vous donne? On a ici un exemple d'un producteur. C'est un cas réel. On parle d'un producteur de 12 500 entailles. Ce n'est pas votre portrait à vous personnel, mais c'est un portrait exemple qu'on vous fournit. Donc, on a ici le producteur. Ici, vous avez vraiment sa vraie production entre 2009 et 2015. Et vous avez ici les rabais consentis, particulièrement pour ceux de cette année. C'est la ligne ici en grisé. Fait que vous voyez que le producteur, quand on cumule les volumes qu'il a réalisés dans chacune de ces années-là, fois le dollar la livre de rabais ou le cent la livre de rabais de la diapo précédente, on voit que pour ce producteur-là, ça représente 500 506 en 2010, 1200 en 2011, 240 en 2014 et 208 en 2015. Donc, un total de 2200 pour les frais de mise en marché cette année. L'année passée, ce producteur-là, il y avait aussi des frais de mise en marché. C'était la première année qu'on en appliquait. Dans son cas, c'était à 1500 les frais de l'année précédente. Donc, au total, si on cumule les deux, on parle de
C'est ça, exactement. Donc, si on cumule les deux. Maintenant, vous allez dire, bien, moi, cet argent-là, je ne l'ai pas. J'aimerais ça l'avoir, cet argent-là, dans mes poches. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, la question qu'on se pose, c'est que s'il n'y avait pas eu de rabais, est-ce qu'on aurait fait autant de ventes? Parce qu'il y a un bout où on dit, bien, on peut dire, bien, le sirop d'érable, on aimerait ça qu'il soit à 4,25 pour tout le monde. Mais si on en vend moins à 4,25, bien, certains disent qu'il faut vraiment avoir un prix plus compétitif puis en vendre un maximum. Donc, c'est un équilibre en tout ça, entre les ventes puis les besoins du marché. Une chose demeure, c'est que ce producteur-là de 12 500 entailles, dans tous les revenus de toutes ces années-là combinées, il a reçu 439 000 $. On le voit en bas ici, 439 000 $. C'est le total des sommes que représente toute la valeur du sirop qu'il a vendu et qui a encaissé l'argent à date. Donc, il y en a qui vont dire qu'il y a un rabais de 2 200 plus un rabais de 1 500 sur un total de 439 000 $. C'est somme toute assez peu. En fait, ça représente 0,85 du total de l'argent. Donc, il y a un rabais consenti, oui, mais à quelque part, les ventes ont été propulsées par cette initiative-là. Et votre conseil d'administration, en fait, au PPAQ, bien, est à l'écoute pour voir si on fait ça encore dans les années futures. Du moins, c'est l'orientation qu'on regarde à l'heure actuelle. Convention de mise en marché 2019. Donc, bon, un petit historique, un rappel historique des faits. D'une part, on est dans la fin de 2 ans de convention de mise en marché. La convention se termine le 27 février, d'ici 2-3 semaines. Elle s'appliquait donc aux années 2017 et 2018 et forcément, elle se termine. En octobre, en fait, de l'année passée, le Conseil d'industrie acéricole, qui est l'Association des acheteurs de CO en vrac, en fait, a proposé de dire, bien, regardez, nous, on n'est pas trop prêts encore pour négocier, donc on vous propose carrément de reporter la négo l'année prochaine. On vous demande de faire juste un copier-coller de la convention cette année. Donc, on ne change rien pantoute. On fait la même affaire pour 2019. Donc, ils nous ont proposé ça. Nous autres, au PPAQ, on était ouverts à l'idée de reporter la convention, mais pas à tout prix. Il y avait 4 éléments de base qu'on voulait discuter avec eux. Les 4 éléments sont ceux-ci. Les pénalités pour les sirops à très haut BRICS. On parle des sirops en haut de 69. Il y a une pénalité à l'heure actuelle de 1 $ la livre. On voulait la ramener à 50 sous. On pense que ça serait plus raisonnable. Les sirops VR5 de l'année, donc ce qu'on appelle les non pasteurisés, on voudrait offrir un rabais de 55 sous la livre, ce qui ramènerait leur prix à 1,25 $. Donc, un peu comme je l'expliquais précédemment, l'idée, c'est de stimuler la vente de ces sirops-là et de ne pas être obligé de les pasteuriser puis de facturer ou d'assumer les coûts que ça représente. Donc, ça peut être intéressant pour accélérer ces ventes-là. Troisième chose, ouverture des ventes de l'entrepôt à l'année. À l'heure actuelle, on est toujours fermé, comme Serge le mentionnait, en avril, mai, juin, on est fermé. On n'a pas le droit de vendre du sirop. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. On peut pas, on n'a pas le droit de le vendre. La Convention nous l'interdit. Le principe, c'est que théoriquement, il y a beaucoup de sirop à ce moment-là dans le champ parce que les producteurs produisent, les acheteurs réceptionnent. Donc, théoriquement, c'est aux acheteurs à vendre du sirop. On s'est rendu compte des fois qu'il y a du monde qui nous appelait durant cette période-là. On veut du sirop. On a 100 millions de livres en stock, puis on ne peut pas en vendre un baril. Ça n'a comme pas de sens. Là, on est là pour régulariser le marché. Il ne faudrait pas que pendant 3 mois, la réserve stratégique devienne la réserve des acheteurs, puis que ce soit juste eux qui soient maîtres d'œuvre pour le prix dans le champ. Fait qu'on souhaite ouvrir cette réserve-là. Et non la moindre, on voulait offrir aux producteurs qui sont conformes à l'entente californienne une prime de 3 cents. C'est une question d'encouragement, de montrer un signal du marché comme quoi l'industrie veut aller vers des normes californiennes strictes. Donc, il y aurait un incitatif pour vous y aller par là. Puis, il y aurait un formulaire pour assigner comme quoi, oui, je suis conforme, je signe en bas. Puis, si vous signez le formulaire, bien, vous avez un 3 cents qui s'ajoute sur votre sirop pour 2019 à tout le moins. Donc, c'est ce qu'on a proposé au CIE. Puis, après ça, tout le reste de la convention serait reconduit intégralement. Donc, si on récapitule l'historique, donc, en décembre, on a constaté que nos 4 points qu'on voulait par rapport à l'amélioration de la convention, le CIE a dit non, nous autres, on ne veut rien savoir. Alors, on s'est adressé à la Régie marché agricole, qui est un tribunal administratif. Quand on ne réussit pas à s'entendre avec les acheteurs, c'est la Régie qui tranche. C'est elle qui décide. On présente nos points, puis elle décide. Donc ça, c'est en janvier. On s'est adressé à la Régie. Le 8 février, on a envoyé nos arguments. Et le 15 février, donc vendredi passé, il y a eu une audience qui a duré toute la journée devant la Régie à Montréal. Et là, on a plaidé notre cause avec notre avocat conseil qui était là avec nous. Les acheteurs étaient devant nous, puis on était devant 3 régisseurs. Et on devrait recevoir d'ici les prochaines semaines, 2 ou 3 semaines peut-être plus,
la décision finale par rapport à ce dossier-là. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas dans le vide, même si on va tomber le 1er mars bientôt, tant que la nouvelle convention n'est pas arbitrée, homologuée, c'est la convention actuelle qui s'applique. Donc, on n'est pas dans un vide juridique non plus, c'est la convention actuelle. Mentionnons une chose importante, c'est que sur les 4 points, peut-être qu'on pourrait revenir à la diapositive précédente, il y en a déjà 2 que les acheteurs étaient à l'aise. C'est la pénalité avec les Aubrix, elle baisse à 50 sous, puis le sirop industriel à 1,25, le CIA a déjà dit qu'il était d'accord avec ça. Donc, c'est vraiment sur les 2 autres points là, que la Régie devra décider, devra trancher là-dessus. D'ailleurs, un petit rappel au niveau de la Convention, on passe 2 diapos. Donc, voilà, un rappel sur ce qui va se passer de toute façon pour 2019. Donc, la prime bio est toujours à 18 sous. Si vous avez des barils en acier inoxydable, en stainless, il y a un 2 sous de prime, s'il vous appartient. Donc, si vous êtes bio et stainless, c'est plus 20. Là. Ça a l'air de rien, mais ça peut être considérable comme avantage. Au niveau des pénalités, le galvanisé est toujours, dans le fond, pénalisé de 7 sous la livre. Il faut que le baril vous appartienne par ailleurs. Si c'est votre acheteur qui le fournit, il n'y a pas de pénalité qui s'applique. Donc, ça à suivre pour le galvanisé. C'est sûr qu'il faut que ça sorte. Au niveau du Aubrix, tantôt, je l'ai mentionné, le CIA a déjà accepté la baisse de pénalité de 1 piastre à 50 sous. Puis remarquez que les producteurs ont vraiment fait un effort parce qu'en 2017, 1280 barils ont été affublés de cette pénalité-là. Et cette année, 2018, 413 barils. Donc, 3 fois moins de barils à Aubrix sur 250 000 barils. C'est vraiment pas beaucoup, là. Mais c'est sûr que vérifiez vos hydrothermes, vos densimètres, vos réfractomètres. À 69, là, on s'approche dangereusement de la tire. Là, donc, gardez ça en bas de ça, s'il vous plaît. Entre 66 et 67, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, maintenant, la norme californienne. Donc, d'une part, un petit rappel. En fonction de la grosseur de vos entreprises, il y a des normes qui s'appliqueraient à vous. Ce n'est pas des normes qui sont obligatoires, mais c'est sûr que c'est des normes qui ont été décidées entre l'État de la Californie et 10 acheteurs autorisés signataires. C'est une entente privée. On est face à cette entente-là, donc on ne peut pas renégocier l'entente. Elle est là et il faut vivre avec. Et là, il faut qu'on se pose la question, ça nous tente-tu de continuer à vendre du sirop d'érable en Californie? Bon, la Californie, pour votre information, c'est un des grands États aux États-Unis. Hein. Il y a 39 millions de gens qui habitent en Californie. Il y a plus de gens qui habitent en Californie qu'au Canada. C'est pas compliqué, c'est un très grand État. Et pour beaucoup de distributeurs agroalimentaires, la Californie n'est pas différente des États voisins. Hein. C'est-à-dire que quand Costco ou Walmart demandent une bouteille de sirop, bien, la bouteille, quand elle sort de la chaîne de montage à Plessisville ou à Desjely ou à Granby, de nos transformateurs, bien, la bouteille, elle ne sait pas, ça s'en va en Californie ou en Floride ou en Arizona. Là. Fait que la norme californienne, elle va s'appliquer à pas mal tout le sirop qui va rentrer aux États. Puis les États-Unis, bien, c'est quand même 62 de nos exportations de sirop d'érable dans le monde. Là. Donc, c'est un marché qu'on ne peut pas ne pas considérer. Si on met un X là-dessus, tu mets un X sur un gros volume de sirop aux États-Unis. Donc, les acheteurs sont confrontés à ça et dans l'entente, en fait, il y a une gradation. Autrement dit, plus vous êtes petit, plus vous avez du temps pour vous modifier. Donc, le gros nœud, c'est récolte 2021. En fait, à partir d'octobre 2020, les producteurs de 10 000 en taille et moins, vous êtes 6 000 au Québec, devriez, en fait, vous conformer si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse pas, il faut comprendre que le prix de votre sirop d'érable, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va être. Parce que si votre sirop d'érable est mis dans une pile à part, bien là, c'est parce que ce sirop-là ne répond pas à des normes X, Y, Z, les normes californiennes dans ce cas-ci, bien, quelle va être la valeur sur le marché de ce sirop-là, tu sais? Là, il y a des gens qui ont commencé à dire, ben c'est dessus du sirop qui va avoir plus de plomb, etc., etc. Mais là, il faut se poser la question, parce que si le sirop il contient plus de plomb, même si ça passe en dessous des normes canadiennes ou québécoises, c'est un sirop qui a moins bonne presse, il a moins bonne figure, tu sais. Puis nous, à partir de cette année, on va commencer à gérer 2 piles. Hein. Le sirop conforme à la norme californienne, puis le sirop non conforme. Court terme, il n'y a pas nécessairement des taux de plomb différents, mais à moyen terme, peut-être qu'il pourrait en avoir. Alors, on va surveiller ça comme il faut. Puis dans l'intervalle, ici, la diapositive commence à dater un peu, puisqu'on parle de discussions se poursuivre quant au libellé de la déclaration de conformité, la fameuse affidavit, comme on l'appelle des fois. Là. Bien, ça, je vous dis tout de suite en partant, nous, on a été un peu comme un peu découragés de voir toutes les déclarations que les acheteurs vous font signer à l'heure actuelle. Hein. Il y a toutes sortes de déclarations. Il y en a qui sont très simples, d'autres sont très complexes, d'autres sont imprécises, d'autres, ils vont plus loin que l'entente californienne même. Beaucoup vont moins loin que l'entente californienne. Donc, les déclarations sont très, très, très variables. Puis, souvent, quand vous mettez votre signature là-dedans, comme quoi je suis conforme
au plomb, bien, vous mettez un peu votre tête sur la bûche. Là. Fait que faites attention à ce que vous signez parce que des fois, on a vu des ententes où l'acheteur pourrait très bien se retourner contre vous, comme quoi vous avez déclaré des choses qui étaient plus ou moins vraies, puis en bout de ligne, bien, c'est vous qui pouvez être responsable du plomb qui se retrouve dans votre sirop d'érable. Donc, faites attention. Puis nous, ce qu'on a proposé à la régie, pas plus tard qu'à vendredi, c'est de dire, voici une déclaration, on peut peut-être la voir. En fait, elle est toute petite, là. L'idée, c'est pas que vous soyez capable de lire. L'idée, c'est de vous dire, c'est une déclaration qui ressemble à ce format-là, où là, vraiment, on a toute l'information réunie, concentrée, véridique, vérifiée par notre avocat conseil qui dit ça, si le producteur signe ça, oui, il s'engage à faire des vérifications. Tantôt, Mme Carole du club mentionnait, dans le fond, les vérifications qui peuvent être faites par un conseiller qui va éventuellement pouvoir aller chez vous, faire un diagnostic des équipements, une subvention qui va pouvoir éventuellement s'appliquer pour vous aider à défrayer ces coûts-là. Puis là, vous allez avoir un bon portrait. Là, chez nous, pour passer aux normes californiennes, il faut que je change ça. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, 2, 3, 4 valves. Des fois, par contre, c'est 2, 3, 4 valves, puis des bassins, puis un évaporateur. Ça, on va vous dire, la bouchée est comme assez monstrueuse, mais au moins, vous allez avoir le portrait avec ce diagnostic-là. Et après ça, une fois ce diagnostic-là fait, une fois que vous allez faire vos modifications, si ça vous tente de les faire, vous allez être à l'aise de signer ce document-là. Puis ce document-là dit en gros en bas, j'ai pris connaissance des normes, j'ai fait faire un diagnostic, j'ai fait les modifications, et voilà, je confirme que j'ai fait tout ça. Fait qu'à ce moment-là, ça vous conscientise comme producteur, mais en quelque part, ça vous met pas non plus, vous n'êtes pas à la merci d'un acheteur ou de quelqu'un qui pourrait vous poursuivre parce que vous l'avez fait votre job, vous avez vérifié vos équipements à la lumière des informations que vous aviez, puis vous avez signé. Donc, puis nous, ce qu'on veut, et qu'on n'a pas eu encore, c'est qu'on veut que cette déclaration-là soit la seule qui soit utilisée sur le terrain et que cette déclaration-là, dans le fond, vous la signez une fois, puis après ça, c'est fait. Vous êtes conforme pour le reste de votre production. Et en même temps, ceux qui signent ça auraient droit à un 3 cents. Le 3 cents de la livre, c'est comme un incitatif. Ça ne paye pas tous vos changements d'équipement, mais à tout le moins, ça vous envoie un signal comme quoi on pourrait aller par là. En résumé de ce point-là, est-ce que deux éléments, c'est jamais signer n'importe quoi qui vous est présenté par rapport à une déclaration de producteur. Faites attention à ce que vous signez. Puis, forcément, on attend la décision de la régie là, qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Puis, le programme du ministère de l'Agriculture qui devrait être annoncé incessamment parle d'aide au diagnostic. Donc, il y a une vingtaine de conseillers à Séricole qui ont été formés en décembre, donc qui sont prêts. Allez sur le site du Centre à serre, il y a un bouton à droite marqué « Entente californienne », vous allez avoir la liste des conseillers techniques, dont celui de votre région qui a suivi la formation. Il va pouvoir commencer à faire le travail quand le programme va être annoncé incessamment. Maintenant, on change de catégorie, on parle de promotion, marketing, recherche. C'est presque la moitié de votre contribution qui s'en va dans ce département-là. La première chose qu'on va faire, on parle d'une campagne numérique qu'on fait au niveau Québec et au niveau Ontario. Donc, c'est la première fois qu'on va faire de la publicité en Ontario. Pourquoi en Ontario? Parce que l'Ontario, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un importateur de sirop d'érable. Hein. Il n'y a pas assez d'entrées en Ontario pour toute la demande interne ontarienne. Donc, l'Ontario importe du sirop d'érable du Québec pour contribuer à la demande du consommateur. Donc, c'est pour ça qu'on vise aussi l'Ontario. Donc, ça va être des pubs français-anglais et des formats de 6 et de 15 secondes. Donc très applicable pour les téléphones portables, les tablettes, Internet en général. Et on va faire des achats médias dans toutes ces plateformes-là que vous voyez ici. Bell, Canal Vie, Coup de pouce, Ricardo, Roger Media, Fou de la vie. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir parler du sirop d'érable au Québec et en Ontario avec des pubs pour que les gens aient ça en tête et aient le réflexe d'acheter. Donc, c'est la première fois qu'on ferait une campagne majeure sur ces marchés-là. Donc, maintenant, au Québec, on est toujours aussi présent dans plusieurs autres plateformes. D'une part, on est toujours partenaire privilégié de la Fédération québécoise des sports cyclistes. On le sait, vélo et sirop d'érable vont très bien ensemble en termes de sources d'énergie, donc on continue là-dessus. On est également présent au Festival Montréal en Lumière. Je ne sais pas si vous l'avez vu l'année passée. On était présent au festival, c'était au centre-ville de Montréal, à la place des festivals, une grande roue de l'érable qui était là, un manège. Il y avait également une grande canne de sirop d'érable format géant, 6 pieds de haut, pour faire la promotion du sirop d'érable. Donc, ça a été bu par 1,4 million de personnes qui sont venues au festival, donc c'est quand même assez grandiose. En même temps, on continue nos plateformes sur le site Fou de la vie et également des ententes renouvelées avec des ambassadeurs de l'érable. On choisit toujours des chefs réputés qui parlent, eux, de l'érable sur leur propre plateforme. 2 cyclistes professionnels pour lesquels on est des commanditaires majeurs et 2 nutritionnistes de renom qui sont en fait incités à parler de l'érable dans leurs conférences, dans leur travail de tous les jours. Donc,
Et également, on l'a mentionné tantôt, votre président, M. Alain, l'a mentionné, Gauthier, par rapport au livre de recettes. Donc, on lance un livre de recettes le 1er mars. Donc, on avait déjà fait un livre de recettes dans le temps à la Fédération, il y a quelques années. Ce livre-là a été bien fait, a été bien vendu, il n'en reste plus, c'est tout épuisé. Donc, on a réédité un nouveau livre avec une nouvelle approche. Très beau livre. Donc, il va y avoir des tirages au sort. Ils vont être distribués lors de votre prochaine Assemblée générale annuelle régionale. D'un côté, si vous voulez l'acheter pour votre cabane à sucre, c'est possible. Passez avec votre secrétaire Stéphanie. Le coût d'achat, pardon, le coûtant, c'est 18 $. Le vendant, c'est 30 $. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez toujours communiquer avec Stéphanie. Maintenant, au niveau international, on fait de la publicité aussi dans 4-5 autres pays. Vous le savez, à Royaume-Uni, Allemagne, Inde, États-Unis et Japon. Et là, vous avez un exemple de ce qu'on fait en Allemagne particulièrement. Donc, d'une part, vous remarquez le nouveau logo sirop d'érable du Québec, érable du Québec ou Maple from Canada. Donc, on utilise maintenant la même plateforme sur tous les pays. Donc, l'idée, c'est d'avoir une marque forte, que les gens la reconnaissent en épicerie quand ils sont dans d'autres pays. Donc, mais tout le reste, forcément, c'est écrit en allemand, mais vous voyez un peu la signature graphique qui ressemble beaucoup à celle qu'on utilise ici. Donc, ça, là-dessus, c'est à suivre. Puis, on a vraiment un beau développement là-bas. L'Allemagne, c'est rendu le deuxième pays en importance au niveau de l'exportation après les États-Unis. Donc, ils sont passés devant le Japon. Donc, il y a vraiment une grande effervescence en Europe, en Allemagne là-dessus. Donc, on continue également. Au niveau des recherches, c'est la première fois qu'on va faire une recherche sur le sirop d'érable et sur les humains au niveau de la nutrition. On avait fait dans le passé des recherches en laboratoire, puis des recherches avec certains groupes, avec des animaux, en fait, des recherches sur les souris particulièrement. Mais là, on est rendu à faire des recherches sur l'humain. On va suivre, en fait, un groupe de 20 hommes-femmes ayant un enjeu de surpoids, et on va les suivre pendant 2 ans. Et l'idée, c'est de voir avec une diète spéciale en remplacement du sucre blanc par rapport au sirop d'érable, de voir un peu les effets bénéfiques sur la santé par rapport au poids, par rapport au syndrome métabolique, là, qui est comme un peu le pré-diabète, si on peut dire. On peut voir comment les gens vont moins portés à développer le diabète parce qu'ils ont une diète plus adaptée au sirop d'érable. Donc, à tout le moins, c'est ce qu'on veut essayer de démontrer. Comme je vous dis, on l'a déjà fait sur des animaux. Maintenant, on va le faire sur des humains et on souhaite avoir des nouvelles allégations dans 2 ans. Un budget total de 300 000 $ avec un support financier du MAPAC à raison de 50 %. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça nous permet de réaliser qu'au niveau des investissements majeurs qu'on fait, on le voit à la diapo suivante, ça, c'est un graphique qui illustre un peu les sommes d'argent qui ont été investies en recherche depuis 2005. Et en gros, vous avez 2 couleurs par année. Le bleu, c'est l'investissement des PPAQ, donc de vous, dans vos prélevés. Et en vert, pardon, c'est le contraire. En bleu, c'est les subventions gouvernementales, tandis qu'en vert, c'est la partie que le producteur a mis dans ses contributions. Donc, on peut voir qu'il y a des années où vous mettez un montant X, mais le gouvernement vient souvent doubler la mise. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que grâce aux sommes que vous générez en recherche, bien, on va chercher encore plus d'argent du gouvernement qui nous permet d'aller encore plus loin en recherche. Donc, ça, là-dessus, c'est intéressant de voir toutes les avancées qu'il y a eu par rapport à la recherche. Donc, total, 12 millions investis depuis 2005. Donc, quand même assez intéressant de voir l'impact de vos prélevés là-dessus. On revient au contingent. Donc, le contingent, rappelez-vous, les fameuses 5 millions d'entailles décrétées et émises en 2016. Avec agrandissement, démarrage de la répartition, voici au 17 décembre le taux d'installation. On était à 66,6 % d'installation. Vous allez dire que ce n'est pas beaucoup. Mais 2 choses l'une. D'une part, au 17 décembre, il n'était pas tout installé encore. Il y en a qui finissent d'installer ça dans la neige. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est la vie. 2, pour avoir le résultat final de ce chiffre-là, ça prend aussi le contour GPS final d'ingénieur. Tant que le contour n'est pas rentré, bien, ces entailles-là, on attend des déclarations là, à cet effet-là. Est-ce qu'on va atteindre le 5 millions? On ne pense pas. Est-ce qu'on va atteindre le 4 millions? Probablement. Les plus gros retards, c'est par rapport à tout ce qui s'appelle terre publique. Terre publique, ça a été plus long d'émettre les permis. Des fois, il fallait faire un aménagement forestier avant. Donc, ça retarde des fois les projets de 1, 2 ans, des fois 3 ans. Donc, chaque cas est un cas d'espèce. Une chose est sûre, c'est que pour toutes ces entailles-là, théoriquement, il fallait que ça soit installé pour le 1er mars 2019, donc d'ici quelques jours. Donc, si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas capable d'avoir installé ces entailles-là, bien là, il faut vous nous envoyer quelque chose. Parce que nous, théoriquement, l'offre qu'on vous a faite, elle s'arrête le 1er mars prochain. Donc, si vous n'êtes pas capable de les installer, bien, écrivez-nous une lettre, un courriel, un fax, à la limite.
dire, bien, je ne suis pas capable d'installer pour telle raison. Puis, il y a des raisons, c'est des cas de force majeure. Hein. Si vous avez un enjeu de santé, des décès, ou un problème de permis ou de droit de passage, ce qui n'est pas en votre contrôle, c'est une cause de force majeure, bien, on peut reporter votre installation plus tard. Mais si votre raison, c'est que vous êtes cassé un ongle ou votre chien est mort, bien, c'est sûr que c'est peut-être pas un cas de force majeure. Votre chien est mort, c'est votre chien est mort, effectivement. Là. Donc, faites attention avec ça. Puis, en même temps, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la relève, il y a toujours un 40 000 entrées par année qui va être encore offert cette année. C'est automatique, peu importe la récolte. On est à 36 % d'installation, c'est normal. Beaucoup d'entrées ont été offertes en 2017 et 2018 à l'heure actuelle. Ceci étant dit, le 21 décembre dernier, il y a eu une importante décision de la Régie qui est tombée. Ça, c'est une décision de la Régie qui fait suite à une douzaine de demandes qu'on avait envoyées à la Régie au cours des 2 ans précédents. 2017-2018, on a envoyé des demandes. La Régie a tenu des audiences en novembre, puis en décembre, elle a rendu une décision. Il y avait 9 demandes qui visaient le règlement sur le contingent. Et il y avait, dans l'autre diapo, on voit, il y avait 3 demandes qui visaient le règlement sur l'agence de vente. Sur ces 12 demandes-là, il y en a 9 qui ont été acceptées et 3 qui ont été rejetées. Donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ces 3-là ont été rejetés. Vous allez voir que dans 2 des 3 cas, ce n'est pas si grave que ça. Dans un autre cas, ça va nous amener à faire une grande réflexion au niveau des futurs démarrages et agrandissements, un peu comme tel que monsieur expliquait tantôt dans sa question. Là. Mais revenons avec les décisions. Donc, les premières 2 décisions qui n'ont pas été acceptées, c'est des cas de transfert de contingent vers ses enfants, vers sa descendance. En gros, dans le règlement actuel, ce qui est marqué, c'est quand vous faites un agrandissement, vous devez exploiter les nouvelles entailles pendant 3 ans, personnellement, et c'est seulement après 3 ans que vous pouvez les transférer à vos enfants. Si vous le faites plus tôt que 3 ans, bien, l'offre de contingent qui vous a été donnée est retirée. Donc, vous perdez ce contingent-là. Donc, pourquoi ça avait été mis en place? Parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un agrandisse, puis tout de suite après vendre. Parce que là, vous agrandissez, vous donnez une valeur à l'entreprise, puis là, vous la vendez. C'est comme si vous vouliez spéculer sur la valeur de la terre en tant que telle. Donc, par contre, on s'est toujours dit, nous autres, que quand vous vendez à vos enfants, vous n'êtes pas en train de vouloir faire de l'argent, vous êtes en train de les aider à démarrer, ces jeunes-là. Donc, on pense qu'il n'y a jamais de spéculation quand on vend vers ses enfants. Mais la Régie n'était pas d'accord avec ça. Donc, la Régie nous a dit non, elle dit il y a toujours un risque de spéculation, donc on ne vous autorise pas, cher PPAQ, à faire ce transfert-là sans coupure. Donc, par contre, on était déçus au départ. Par contre, depuis ce temps-là, il y a eu 2 dossiers qui ont été passés à la Régie, des dossiers personnels, où un producteur dit garde, moi j'ai vendu à mon fils, je vais vous prouver hors de tout doute que je ne suis pas en train de spéculer. Et la Régie a constaté qu'elle n'était pas en train de spéculer, que l'individu n'est pas. Donc, le transfert a été autorisé avant 3 ans dans ces 2 cas d'entreprise-là. Donc, autrement dit, la Fédération ne peut pas le transférer, mais si vous faites une démarche personnelle, la Régie va visiblement l'accepter si vous êtes capable de démontrer qu'il n'y a pas eu de spéculation. Donc, c'est le même résultat que ce qu'on voulait, sauf que ce n'est pas tout à fait le même chemin pour se rendre. Mais on est capable de vivre avec ça. On n'ira pas en révision là-dessus de cette décision-là, c'est sûr. Par contre, la prochaine décision est beaucoup plus cruciale, puis ça vous touche toutes. C'est le lieu d'installation d'un contingent d'agrandissement. Donc, à l'heure actuelle, dans le règlement, du moins, c'est la façon dont nous, on l'interprète. Depuis le début, on dit quand vous voulez agrandir, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez agrandir sur votre lot actuel où vous entaillez. Vous pouvez agrandir sur un lot voisin. Vous pouvez agrandir sur un lot à 3 km, à 30 km. Vous pouvez agrandir en location. Vous pouvez agrandir parce que vous avez acheté un nouveau terrain, à côté ou pas. Donc, c'est illimité l'endroit où vous pouvez agrandir essentiellement. Mais la Régie a dit, nous autres, on trouve que ce n'est pas correct. C'est ça que la Régie a dit. Elle trouve que ce n'est pas correct parce que, admettons que chez vous, là, votre lot est 100 % entaillé chez vous. Puis là, si vous voulez agrandir, vous avez acheté un lot à 3 km. Puis, mettons, il y a 10 000 entailles là-dessus. Puis là, vous dites, bien, ça, c'est mon futur. Puis je transporterai l'eau à ma cabane principale, il n'y a pas de problème. Là, vous avez votre offre d'agrandissement. Cette année, c'était 2334 entailles. Là, vous allez les installer là-bas. Donc, vous allez tout d'un coup donner du contingent sur ce lot-là. Parce que vous avez un agrandissement. Puis vous savez, tout le monde qui a demandé des agrandissements en a au moins eu. Donc, si vous achetez ce lot-là,
Vous le savez que vous allez être capable de mettre du contingent à la prochaine agrandissement. Donc, vous êtes en train de donner une valeur à cette terre-là que vous seul, vous êtes capable de donner parce que vous avez du contingent. Donc, la régie a dit, c'est pas juste qu'un producteur qui détient du contingent est capable de mettre du contingent où ce qu'il veut. Parce que si, exemple, un autre individu achetait ce terrain-là, quelqu'un qui n'a pas de contingent, il l'achetait ce terrain-là, bien, il ne peut pas mettre de contingent dessus parce que pour en mettre, il faudrait qu'il soit tiré au sort lors d'un futur projet de démarrage. Donc, dans le cas d'un démarrage pur, que le gars n'a pas de contingent, bien, il n'est pas capable de donner la valeur du terrain. La valeur, c'est un tirage au sort qui va déterminer s'il y a de la valeur au terrain ou pas. Alors, la régie a dit, vous donnez un avantage indu pour les producteurs qui détiennent déjà un contingent par rapport à ceux qui en demandent. C'est comme si vous aviez trop d'avantages. Du moins, c'est pas moi qui le dis, c'est la régie, là. Puis en même temps, la régie a dit, les agrandissements devraient juste servir aux producteurs qui veulent agrandir sur leur même terrain. Exemple, vous avez 10 000 entailles potentielles, mais vous n'entaillez juste 7 000 en avant du terrain, parce que le reste du 3 000, mettons, ça penche l'autre bord en arrière, il faut mettre un autre poste de pompage, il faut refouler l'eau. Vous ne l'avez jamais entaillé, mais à la limite, ce que la régie dit, vous pourriez entailler sur votre lot actuel, parce que le lot, il y a déjà du contingent. Donc, on rajoute un petit peu de contingent, mais ça ne change pas bien gros sa valeur. Mais vous n'auriez pas le droit à partir de maintenant, s'il y avait un programme d'agrandissement demain matin, vous ne pourriez pas agrandir sur un autre lot que celui où il y a déjà du contingent. Alors, c'est assez limitatif parce qu'il y a du monde dans la salle qui peuvent agrandir à l'interne de leur propre lot. Il n'y en a pas tant que ça. Puis là, il y a toute la question des terres publiques parce que par définition, en terre publique, là, bien, vous n'avez pas de lot. Hein? En terre publique, vous avez un territoire, un permis qui est délimité avec un contour. Puis dès que vous voulez agrandir, bien, automatiquement, vous êtes à l'extérieur du lot, à l'extérieur du territoire. Donc, c'est comme si tout le monde en terre publique ne pouvait pas agrandir. Fait que, moi, vous dire, c'est un méchant problème. Puis la régie a été claire là-dessus. Elle a même venu modifier le règlement actuel. Elle a dit non, elle restreint l'accès aux agrandissements. Fait que nous, on a dit, regardez, ça n'a comme pas de bon sens de penser ça. Donc, il faut repenser au système d'agrandissement. Et c'est pour ça que ça vous a amené à une réflexion importante. Dans le fond, il va revenir plus cet automne, quand on va refaire le règlement sur le contingent, on va vous consulter dans vos assemblées, l'Assemblée générale annuelle cet été, mois de mai, l'Assemblée d'information, votre Assemblée générale annuelle régionale, puis l'Assemblée semi-annuelle du mois de novembre prochain. On va vous consulter, on va regarder plusieurs scénarios. Et puis en décembre, ce qu'on pense, c'est être capable de éventuellement retourner à la régie avec une demande spécifique pour dire, regardez, on pense que pour le futur, ça devrait fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Du moins, restez à l'écoute pour cette partie-là, pour le contingent d'agrandissement à tout le moins. Ça, c'est les 3 décisions qui ont été refusées. Par contre, il y a un paquet de choses qui a été accepté par la régie. Une des choses, c'est la nouvelle façon de calculer le volet croissance. Donc, un petit rappel de ce qui avait été demandé. En gros, le seuil de déclenchement de croissance passe à 105 % cette année. Les sirops industriels sont exclus du calcul, 2016, 2017, 2018 pour 2019, c'est exclu du calcul. Et le plafond, pour les très, très mal habillés, le plafond de 25 % disparaît. Parce que vous savez, ceux qui avaient, mettons, une livre à l'entaille, si vous faisiez du 400 % de livraison de contingent, bien, vous avez le droit à 25 % maximal par année d'augmentation. Donc, vous passiez de 1 livre à 1 livre 25. Puis après ça, de 1 livre 25, l'année d'après, si vous faisiez encore 400 % de livraison de contingent en moyenne, donc de 1 livre 25, vous passez à 1 livre 25 plus 25 %. 1 livre 0.4, 40 coques. Fait que c'était là, on va monter à 2,5. Donc, les gens qui sont en bas de 2,5, c'est déjà modifié. Vous allez pouvoir monter plus vite à 2,5 et à partir de 2,5, comme tout le monde, ça va être un maximum de 25 % par année. Donc, ça va aider ceux qui sont appelle très mal habillés. Et à cet effet-là, ces 3 nouvelles règles-là s'appliquent déjà. Donc, il y a des lettres qui ont été envoyées. En fait, d'abord, une première lettre en novembre, avant la décision de la régie, pour dire essentiellement, vous êtes visiblement éligible à la croissance, mais on attend une décision de la régie incessamment. Donc, quand la décision est arrivée, on a retourné une lettre au producteur à la mi-février qui dit, bien, voici, avec les nouveaux calculs de la régie que la régie a décidé, voici comment s'applique la croissance chez vous. Donc, forcément, c'est des offres qui sont moindres. Et il y en a certains qui ne déclenchent plus. Parce qu'avant, il était entre 95 et 105. Bien, comme maintenant, le seuil déclencheur, c'est à 105, bien, ces gens-là, maintenant, ils ne sont plus éligibles à la croissance. Maintenant, il faut rappeler une chose, c'est que votre contingent est toujours supposé d'égaler votre production moyenne. Hein? En bout de ligne,
le contingent de croissance va augmenter beaucoup si vous êtes très, très mal habillé, mais quand vous commencez à être assez habillé, bien, c'est normal de produire toujours entre 70 à 105 de votre contingent, bon an, mal an. Des fois, si ça va très mal, vous allez produire en bas, ça peut arriver. Vous faites du transfert contingent pendant ce temps-là. Puis des fois, ça arrive que vous faites beaucoup, beaucoup en haut. Bien, quand vous faites beaucoup en haut, parce que Dame Nature est soudainement très généreuse pour vous, bien, vous allez faire un peu d'hors contingent ou plus. Ce hors contingent-là peut vous servir à renflouer quand vous avez des années de mauvaise production. C'est un peu comme une auto-assurance personnelle. Donc, c'est pour ça que le contingent continue de monter, mais à un moment donné, il va arrêter de monter parce que le seuil maintenant est à 105. On vous encourage maintenant à faire vos déclarations annuelles pour que votre historique de production soit le vrai historique. Hein. Il y a une dame qui m'a appelé il y a 2 ans, je me rappelle, elle a dit « Bien, moi, j'avais gardé 10 barils dans la cabane, puis cette année, j'ai fait moins de sirop, j'ai renvoyé mes sirops en production, j'ai fait classer. » Elle a dit là, j'ai appelé mon assurance récolte parce que là, je n'avais pas fait une bonne production. Puis il me rappelle, il dit, bien là, c'est parce que selon nos chiffres, vous avez fait 82 de récolte normale, madame. Fait que c'est pas si pire. Ouais, mais il y avait 10 barils là-dedans qui venaient d'il y a 2 ans. Ouais, mais là, c'est parce que vous les avez gardés dans votre cabane. Là, vous les envoyez en production. Fait que là, l'assurance récolte, elle ne sait pas que ces barils-là viennent d'il y a 2 ans. Fait que, en même temps, cette entreprise-là s'est tirée dans le pied parce qu'elle n'a pas déclenché la croissance, parce qu'elle a gardé ses barils. Fait que, vous savez, il y a toutes sortes d'outils qui sont en place pour vous aider, mais c'est sûr que si vous ne faites pas des déclarations réelles, bien là, il y a un bout où les outils ne marchent pas bien dans votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi réaliser, même si ce n'est pas facile de livrer du hors contingent parce qu'il n'est pas payé tout de suite, ça, on le sait. Mais à terme, il est payé. On voit les transferts qui sont faits cette année à titre d'exemple. Donc, à suivre pour les prochaines années. Donc, en gros, les 3 demandes qui sont refusées, comme je vous dis, on va réfléchir à tout ça. On va présenter ça pour réflexion au cours des prochains mois et on souhaite qu'en décembre, on dépose une demande à la régie pour modifier, ajuster le règlement sur le contingent. Ceci étant dit, un élément important de la diapo ici, il y a des gens qui se sont dit, bien, la dernière fois qu'il y a eu un agrandissement, c'était un agrandissement par ferme. Moi, j'ai 30 000 en taille, une ferme, j'ai eu le droit à 2 334 en taille. Mais là, le producteur, il se dit, ouais, mais là, si au lieu d'avoir une ferme de 30 000 en taille, si j'avais 3 fermes de 10 000 en taille, bien, j'aurais peut-être eu droit à 3 agrandissements de 2 334. Et la réponse est oui. Effectivement, dans le système actuel, c'est un agrandissement par entreprise. Fait que si des gens prennent 30 000 en taille, ils les divisent par 3, puis ils font 3 fermes, bien, ils auraient le droit à 3 agrandissements. On pense que, en tout cas, c'est un peu déraisonnable de fonctionner comme ça, là, mais vous savez, il y a des bons fiscalistes qui sont capables de vous faire économiser un paquet de choses puis vous faire déclencher un paquet de programmes. Donc, il faut faire attention pour ne pas qu'on se tire dans le pied comme entreprise. Donc, on va aussi réfléchir en même temps en pensant à une entreprise, un agrandissement. C'est un peu le concept. On n'est pas encore atterri, voir comment on veut le faire, mais c'est ce qu'on veut penser un peu. Si vous avez 3-4 entreprises puis on vous donne droit à un agrandissement, bien, ça va être à vous de savoir à quel endroit vous voulez mettre cet agrandissement-là pour qu'il soit profitable pour vous. Mais vous aurez à avoir à choisir à terme où est-ce que vous voulez la mettre, cette entreprise, cet agrandissement-là. Facteur de production. Un petit rappel, assez rapidement. Ceux qui étaient là en 2004, rappelez-vous, le contingent était limité à 75 du contingent émis. Hein, vous aviez un contingent de 10 000 livres, bien, on l'a réduit à 75 donc à 7 500 livres. Pourquoi? Parce qu'en 2004, on avait 65 millions de livres en stock. Puis, il y avait beaucoup de sirop, les marchés n'étaient pas aussi gros qu'aujourd'hui. Et là, à un moment donné, il fallait envoyer un signal aux producteurs. Regardez, là, il y a beaucoup trop de sirop, le contingent est trop haut. Il faut tous qu'on se limite un petit peu. Donc, le facteur vient vous envoyer un signal de marché, puis on l'a eu pendant 4 ans, ce facteur-là, à 75. Après ça, pendant 2 ans, il a monté à 90. Puis, rappelez-vous, là, la réserve était vide. Là. Fait que là, il fallait lancer le signal comme quoi, go, 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 il faut produire. Alors, le facteur est monté à 100 puis ça fait quasiment 9 ans qu'il est à 100 le facteur. Puis je vous rassure, là, 2019, le facteur est à 100 Ça, c'est une décision annuelle du conseil d'administration qui regarde un peu le marché, les inventaires, c'est quoi le besoin de l'année future, puis la PPAQ émet le facteur de contingent chaque année. Là, on est encore à 100 mais ce qu'il faut juste réaliser, c'est que ça se peut dans le futur. Si le contingent monte trop, puis que nos ventes ne suivent pas le même rythme, ça se peut que la notion de facteur de contingent revienne. Ça se peut que votre conseil d'administration aille à prendre une décision déchirante en disant, bien là, il faut envoyer un signal dans le champ de dire, regarde, il faudrait peut-être qu'on ramène un facteur à 95 ou 90. On n'est pas là cette année. Là.
Mais il faut juste réaliser que l'outil existe. Puis l'outil, en fait, le contingent, il faut qu'il monte, mais il faut que le contingent soit aligné sur la demande mondiale. Si la demande arrête de monter, bien, à un moment donné, le contingent, il faut y envoyer un signal aussi qui ralentisse. Et on le voit dans la prochaine diapositive, à titre d'exemple, puis on tourne encore à 45. Des fois, ça n'affecte pas grand-chose au niveau du paiement chez le producteur. Puis là, on vous donne un exemple. On pourrait en donner 18, mais on en a choisi un très simple. On a un contingent intérimaire d'un producteur de 30 000 livres. Le contingent global québécois serait à 150 millions de livres, qui est un peu le chiffre de cette année, ça s'enligne comme ça. Et les ventes annuelles estimées pour l'année prochaine, mettons, de 120 millions de livres. Donc, les ventes annuelles par rapport au contingent émis, on parle de 80 %. Déjà, on peut penser que si le contingent était produit à 100 %, ce qui est rare, là, mais on ne serait pas capable d'en vendre 100 % parce que la demande est à peu près dans le coin de 120 millions. Donc, la demande est déjà à 80 % du contingent global émis. Donc, à titre d'exemple, ce producteur-là qui a 30 000 livres de contingent, si on gardait le facteur de production à 100 %, ça veut dire que le contingent est à 30 000 livres, le facteur est à 100, ça veut dire que son contingent annuel est à 30 000 livres, et les ventes annuelles seraient, dans ce cas-ci, si on fait le ratio 120 sur 150, ses ventes à lui de ce producteur-là seraient de 24 000 livres sur le 30 000 de son contingent annuel. Donc, le producteur aurait un pourcentage de paiement à la fin de l'année de 80 % parce qu'on aurait vendu 80 % du sirop intracontingent. Et le producteur recevrait, dans ce cas-ci, avec un chiffron, 68 000 $. Maintenant, si on appliquait dans cet exemple-là un facteur de production de 80 %, le producteur aurait toujours un 30 000 livres au départ. Il y aurait un 24 000 livres de contingent effectif de l'année, qui est 80 % finalement du 30 000. Et on vendrait forcément le 24 000 livres, nos ventes ne changent pas, c'est juste un facteur de production. Donc, le producteur serait payé à 100 % mais d'un contingent moindre. Mais il serait payé à 100 % parce qu'on a émis moins de contingent cette année-là. Donc, le producteur recevrait toujours un 68 000 et il serait payé à 100 % mais d'un contingent moindre. Fait que changer le facteur de production, en gros, ça ne change pas nécessairement l'argent que vous avez dans la poche. Ça change le pourcentage de paiement qu'on fait à la fin de l'année. Où est-ce que ça change le plus? C'est quelqu'un qui fait beaucoup de hors contingent. Si on baisse le facteur de production, bien, vous allez faire encore plus de hors contingent. Donc, c'est là où le signal peut être plus fort. Chez quelqu'un qui fait systématiquement beaucoup de hors contingent, là, forcément, ça va faire reculer son paiement parce qu'il va faire tout d'un coup beaucoup moins d'intra-contingent là-dedans. Donc, il faut juste penser que votre conseil d'administration a la lourde responsabilité de vérifier ça à chaque année puis d'émettre le contingent. Donc, restez à l'écoute pour voir comment ça peut affecter à terme votre paiement dans les prochaines années, le cas échéant. Autre dossier? Donc, assurance récolte, Serge Beaulieu vous en a parlé un peu en début d'assemblée. En gros, ça a été une difficile saison pour beaucoup de producteurs cette année. Il y a une des compensations de l'assurance récolte de 17 millions de $. On n'avait jamais vu ça. C'est énorme. Le fonds d'assurance à la Financière agricole du Québec, vous savez, le fonds est conçu d'argent qui rentre, c'est vos primes d'assurance qui s'en vont dans le fonds. Puis le gouvernement met 60 %. Donc, vous, c'est 40 % les gouvernements mettent 60 %. Donc, ça crée un compte, un fonds d'assurance. Le fonds d'assurance acéricole, il est géré unique dans la sériculture. Ce fonds-là montait. Ce fonds-là était rendu à 12,9, quasiment 13 millions de $. Puis, plus le fonds monte, plus vos primes baissent. C'est normal parce que le gouvernement dit, regarde, le fonds est rendu tellement haut, on va quasiment donner l'assurance gratuite aux producteurs parce qu'il y a tellement d'argent dans ce fonds-là, ça ne donne rien de demander à payer. Mais là, coup de théâtre cette année, 17 millions de compensation. Donc, le fonds est passé de 12,9 à moins 2,6. Moins 2,6, c'est pas si terrible que ça. C'est normal qu'un fonds passe en dessous de zéro, puis la financière elle a d'autres sommes d'argent qu'elle peut venir éponger le déficit à court terme de ce fonds-là, mais l'idée, c'est qu'il faudrait que leur fonds remonte à un volume considérable. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation des primes. Mais dans ce cas-ci, les augmentations étaient très grosses. Puis on a dit, écoutez, on a rencontré la financière, on lui a parlé, on a dit, écoutez, l'augmentation est tellement démesurée, vous voulez remettre le fonds à flot trop rapidement, puis vous êtes en train de décourager les gens de s'assurer. Il y a des gens, là, leur prime d'assurance a été multipliée par 15 pour 2019, ce qui est énorme. Donc, maintenant, on a dit, il faudrait peut-être repenser à autre chose et la financière nous a écoutés.
Donc, on a eu en fait un ajustement. Donc, et on le voit à la prochaine diapo. En fait, en gros, les primes 2019 vont baisser. Vous avez déjà vu la nouvelle offre qui vous a été faite. Et ils ont également prolongé, comme on l'a déjà mentionné ce soir, jusqu'au 22 février pour pouvoir vous enregistrer, acheter l'assurance, en tout cas vous dire que vous êtes intéressé à l'avoir cette année. Donc, on vous encourage, comme on l'a dit précédemment, à contacter la financière pour peut-être faire réévaluer votre dossier le cas échéant. Donc, maintenant, juste à titre d'exemple, quelqu'un qui n'a pas déclenché en 2018, la prime d'assurance 2019 serait égale à la prime d'assurance 2017. On le voit ici. Par variation 2019 par rapport à 2017, il n'y aurait aucune différence. Ce serait à peu près la même prime que 2017. Et par rapport à 2018, ça serait une prime de 33 supérieure. Parce qu'il faut dire que 2018, la prime était très, très, très basse à cause que le fonds montait tellement qu'ils ont baissé la prime pour dire on n'a pas besoin d'argent qui rentre. Mais là, cette année, on reviendrait à la cotisation. Par contre, si vous avez déclenché, forcément, vous êtes considéré comme plus à risque, donc la prime va être plus chère cette année. Mais si vous ne déclenchez pas, la prime serait comparable à 2017, à tout le moins. On continue. Donc, livret des forêts, juste pour vous mentionner, la livret des forêts, c'est une chenille indigène du Québec, du Canada. Elle est très commune, très courante. Ça fait des tentes dans les arbres, entre autres. C'est une chenille qui est un peu verdâtre avec des points jaunes dessus. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, c'est sûr, dans votre maison, par terre, en forêt. Elle n'est pas si dommageable que ça, sauf qu'une fois aux 10-15 ans, il y a des épidémies, ce qui est le cas actuellement dans la région de l'Estrie, la Naudière, il y a des secteurs qui sont touchés. Quand on est en épidémie, cette chenille-là, il y en a des quantités incroyables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ils peuvent bouffer toutes les feuilles des érables. Pas les plaines, ça n'aime pas la plaine, ça aime juste l'érable à sucre. On rentre dans les forêts en plein mois de juin, il n'y a plus une feuille, on se croirait l'automne. Mais il fait 35 dehors, là, c'est très chaud et plus de feuilles. Donc, l'arbre est capable de subir une attaque pendant 1 an, 2 ans sans trop de problèmes. Il va se refaire des feuilles. Par contre, souvent, il met toute son énergie dans les feuilles et moins dans la cicatrice, forcément, fermer les blessures. Mais à tout le moins, il est capable de survivre. Par contre, après 2 ans, 3 ans, si les arbres sont plus en mauvaise santé, il y a des problèmes d'aménagement forestier chez vous, il peut y avoir des mortalités. Il y a des gens qui ont perdu 10-15 de leurs entailles juste à cause de ça. Donc, soyez vigilants. On est en discussion avec le ministère Forêt-Fonds de Parc parce qu'il y aurait possibilité de faire des épandages de BT, le Bacillus thuringiensis, rappelez-vous. Le BT, c'est ce qui est utilisé pour combattre la tondeuse de bourgeons de l'épinette. Ça fonctionne très bien avec la livrée des forêts, apparemment. Il y a des producteurs qui l'ont fait cette année. Par contre, quand tu le fais chez vous et que les voisins ne le font pas, bien, la chenille, elle va revenir de toute façon parce qu'elle n'a pas été tuée chez les voisins. Donc, on essaie d'avoir une approche concertée. Le ministère est plus ou moins à l'aise à faire ça à l'heure actuelle. Du moins, nos niveaux de discussion sont à cet effet-là. Ce qu'il faut réaliser, c'est que la chenille, souvent les épidémies, ça arrête tout seul après 2, 3, 4 ans. Parce que la chenille, elle a un ennemi naturel qui est une espèce de mouche, un peu une mouche domestique. C'est une mouche spécifique. La mouche, elle vient en fait pondre ses œufs dans la chenille. C'est un peu dégoûtant, là, mais elle vient parasiter la chenille, puis la chenille, elle finit qu'à mourir. Fait que souvent, 2-3 ans, il y a une grande population de chenilles, puis tout de suite après, une population de mouches qui grandit, puis qui vient parasiter la chenille, puis après 3 ans, il n'y a plus rien. Toutes les chenilles sont anéanties par la mouche en question. Donc, habituellement, naturellement, l'épidémie arrête, mais là, dans certains cas, il faudra peut-être accélérer cette fin d'épidémie-là, à tout le moins. Autre point important, le dépôt direct. Juste à titre d'exemple, qui dans la salle font des dépôts directs avec la Fédération? Autrement dit, quand on émet un chèque, bien, ça s'en va directement dans votre compte. Levez la main juste pour le fun, ceux qui ont des dépôts directs. Ah bien, une grosse portion. Puis ceux qui reçoivent le bon vieux chèque traditionnel, levez donc la main pour le fun. Quelques-uns encore. Bien, écoutez, le chèque, ça fonctionne encore bien. Ça, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que nos envois postaux par année, ça nous coûte pas loin de 300 000 $. Fait que ça a l'air de rien, mais ce 300 000 $-là, on préférait faire de la promotion de sirop d'érable avec ça ou d'autres choses que d'envoyer un timbre et mettre une enveloppe. Alors, nous, on vous encourage fortement à signer ce qu'on appelle un formulaire pour faire du compte à compte. Ça ne vous coûte rien, l'argent, ça va directement dans votre compte. Et nous, au niveau administration, ça va baisser les coûts et en même temps, ça facilite les suivis des paiements au niveau des producteurs, au niveau financier. D'ailleurs, dès la récolte 2020, ça c'est important de le souligner, tous les producteurs qui veulent partir au programme de paiement anticipé,
l'année prochaine, devront avoir un mode de paiement par dépôt direct parce qu'au niveau du suivi administratif, ça devient extrêmement laborieux. On émet un chèque, on l'envoie au producteur. Des fois, après un mois, il nous rappelle, il dit « Bien, mon chèque a passé dans la laveuse, peux-tu m'en remettre un autre? » Fait que là, on remet un autre chèque, on met dans le mal, on l'envoie. Ah, ben là, je l'ai perdu, puis là, c'était à la mauvaise adresse, puis là, mon chien l'a mangé. Ça a l'air de rien, mais vous savez, tout ce genre d'administration-là, je ne veux pas ridiculiser les choses, là, mais il y a un bout où on essaie d'être le plus efficace possible. Le compte à compte, c'est génial, génial pour ça. Comme autre sujet, avant de terminer la soirée, vous avez peut-être vu en fin de semaine dans la Presse Plus, un cahier spécial sur la sériculture. En fait, on a acheté en fait une visibilité en 3 volets, en 3 semaines. Donc, il va y avoir quelque chose sur l'industrie, ça a été fait, sur les produits la semaine prochaine, et dans 2 semaines, sur des producteurs, donc des portraits de producteurs dans la Presse Plus. C'est une belle visibilité pour ce qui est devenu les PPAQ. Hein? Donc, en fond, je pense qu'on ne se faisait pas assez voir, on ne propageait pas assez les bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, demain, pour ceux qui sont au courant, on va être au Bois de Coulonges, à Québec, donc en taillage officiel du temps des sucres pour célébrer en fait cette ouverture-là, puis les 48 millions d'entailles qu'on fait. Donc, le gouvernement de la CAQ va être présent avec nous en le député de Beauce-Sud, Samuel Poulain, qui va inaugurer donc en fait cette ouverture du temps des sucres donc à Québec. Et en même temps, on rappelle que dans les prochaines semaines, on va faire la publicité pour le site érabled'ici.ca. Donc, vous le voyez à droite en bas, c'est un site qui permet aux consommateurs de trouver un acériculteur de famille à proximité. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Vos coordonnées, votre adresse, votre nom, numéro de téléphone, les produits que vous vendez. Et la carte va mettre un point ou une flèche vis-à-vis de votre cabane ou votre lieu de vente. Donc, si vous cherchez à avoir plus de consommateurs qui viennent chez vous, que vous ayez du contingent ou pas, ça n'a rien à voir, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, puis les consommateurs vont pouvoir avoir accès à leur futur acériculteur de famille. Donc, inscrivez-vous. On a 300 fermes qui sont déjà inscrites, 285 déjà. Donc ça peut être très intéressant pour les producteurs qui veulent faire ce genre de commerce-là et en faire plus. Donc, la prochaine réunion, en gros, l'Assemblée générale, rappelez-vous, c'est maintenant au mois de mai. Donc, plus précisément, les 29 et 30 mai, ça va être à Lévis, comme l'année passée. Donc, rendez-vous au centre congrès. Donc, pour ces dates-là. Et pour ma part, bien, ça termine la soirée. Ça fait le tour de la présentation. On va vous souhaiter une bonne saison des sucres. On sait toujours bien qu'il y a de la neige en masse. À cette heure, il reste à savoir, il va y avoir une grosse récolte ou une moyenne ou une petite.